Oh mon Dieu, se mettre à nu comme ça devant la caméra, ça va pas être facile. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas des plus joyeuses. Je pense que vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon addiction. Dire ces mots devant une caméra, c'est ultra difficile. Et me dire que je vais devoir retracer les moments les plus sombres de toute ma vie. Et quand je vous dis les plus sombres, vous allez comprendre après pourquoi. J'ai peur, mais même si j'ai peur de ce que les gens vont penser, j'ai peur du choc que ce que je vais dire va pouvoir provoquer. J'ai peur également de mon image dans le sens où je sais pas ce que vont penser les marques en voyant une vidéo comme celle-ci. Mais je sais qu'en racontant cette passe qui a été la plus horrible de ma vie, je peux en faire une force parce que je sais qu'il y en a qui vont voir cette vidéo, je sais qu'il y en a qui vont en tirer leurs conclusions et je sais aussi que ça pourra en aider d'autres qui vont se dire genre je suis pas seul. J'aurais bien aimé avant de tomber la tête dans la première dans cette substance, voir une vidéo comme ça. J'aurais pas pris les choix que j'ai pris parce que cette substance peut paraître anodine et c'est aussi une substance qui est quand même assez tolérée en France. Donc la substance en question, c'est le cannabis. Mon but dans cette vidéo n'est pas de diaboliser cette substance en disant oh c'est le pire truc au monde. Chacun a son expérience. Moi j'ai eu mon expérience qui n'était absolument pas positive. Vous allez le comprendre avec la suite des événements. Ça m'a pris beaucoup de temps à m'en remettre. Ça m'a pris beaucoup de temps à être sobre et à me séparer de cette envie de vouloir retomber dedans. Quelqu'un d'autre n'aura pas la même expérience et j'espère aussi qu'avec cette vidéo, les gens qui ont jamais testé ne testeront pas ou du moins feront attention parce que ce qui paraît tout rose peut vite devenir tout noir, très noir. Mais je fréquente aussi pas mal de personnes qui consomment du cannabis. C'est une substance qui leur va, ils arrivent à vivre avec. Donc voilà, s'il y en a qui sont consommateurs et ça marche bien pour vous, je comprends totalement qu'on n'ait pas la même expérience. Je sais que cette vidéo pourra peut-être être intéressante aussi pour les gens qui consomment. Si c'est le cas, bravo à vous d'avoir l'ouverture d'esprit, d'écouter un témoignage de quelqu'un pour qui ça s'est pas bien passé, comme vous allez le comprendre. Aujourd'hui, ça va faire plus de 2 ans que je suis totalement sobre. Quand je dis totalement sobre, c'est que je n'y ai plus touché du tout. Les seules drogues que j'ai touchées dans ma vie qui sont illégales, c'est la bœuf et le shit. Et ce sera les seules drogues que j'aurai touchées de toute ma vie parce que je ne vais jamais en toucher d'autres et je ne vais plus jamais retoucher à la bœuf ou au shit. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts à écouter toute cette partie de ma vie que j'ai caché clairement à YouTube. Évidemment, j'allais pas montrer ça. Je vous demande juste de ne pas forcément me juger parce que je vais tout dire. Parce que c'est mon vécu et je vais pas le transformer. Je vais l'assumer. Pas mal des actions que je vais raconter, des trucs que j'ai pu faire sous l'influence de cette substance n'étaient pas qui je suis moi. Évidemment, je suis responsable de ces actions, mais beaucoup de ces actions font partie de l'addiction qui parle parce que l'addiction, ça peut te transformer. Ça m'a fait mentir, ça m'a fait manipuler, ça m'a fait faire des actions que jamais j'aurais fait sobre. Donc tout a commencé pendant le lycée. Donc j'habitais en Espagne, dans la ville de Bilbao. La première fois que j'ai fumé un joint, en fait c'était dans une soirée que j'avais fait chez moi. Quand mon père n'était pas là, il avait aucune idée que j'allais faire une soirée. Bon bref, j'étais en seconde, j'avais invité quelques-uns de mes potes et tout. Il y avait déjà des gens qui fumaient du cannabis. Juste pour faire le malin, j'avais testé et j'avais dit ouais, je l'ai déjà fait, c'est pas ma première fois. Pour me sentir en mode cool. Bref, évidemment, en regardant ça avec du recul, c'est tellement ridicule. Personne va te trouver cool parce que tu fumes de la bœuf. Même les gens qui fument de la bœuf, ils vont pas se trouver cool parce qu'ils fument de la bœuf. J'avais crapoté, j'avais même pas avalé la fumée. Par contre, quand j'étais en première, c'est là où j'ai commencé à fumer, mais de temps en temps. Donc en première, j'avais pas mal de potes, je m'entendais bien avec tout le monde, donc je traînais avec pas mal de gens, mais j'avais ma meilleure amie qui était sincèrement mon pilier, c'est-à-dire que ma meilleure amie d'enfance, je sais tout sur elle, elle sait tout sur moi, genre elle sait des trucs que personne d'autre sait. Le fait d'avoir ce pilier, ça me permettait de pouvoir donner des bonnes énergies à tout le monde et du coup traîner avec plein de groupes différents de temps en temps, mais garder ma meilleure amie en tant que ça, c'est la vraie amitié. Ma meilleure amie, elle était pas dans ma classe, moi j'étais en ES et elle était en S. Du coup, dans ma classe, le groupe avec qui je me sentais le mieux, c'était le groupe de ceux qui fumaient des joints. Donc je passais pas toute ma vie avec eux pendant cette année, mais de temps en temps, on descendait quand c'était la pause pour manger ou quand on avait des heures libres. On descendait au terrain de foot, on se cachait, on prenait genre 2 tables d'un joint. Au début, c'était très anodin, c'est-à-dire que j'aimais bien le sentiment que ça me provoquait. Alors, je sentais cette sensation de calme, ça me permettait vraiment de calmer mon anxiété. Et c'est comme s'il y avait des petits stress et des petits problèmes qui disparaissaient. Ça me changeait absolument pas en tant que personne. C'était impossible de détecter que j'avais fumé 2 tables. Et je me rappelle encore de cette sensation de
j'étais calme, j'étais bien. Et évidemment, c'est ça qui fait l'attirance des drogues. Et je vais le dire noir sur blanc, si vous allez tester une drogue, il y a moyen que vous aimiez. Et il y a moyen que vous viviez un truc que vous avez jamais vécu avant et que vous disiez, oh mon Dieu, c'est génial. Tu te dis, c'est génial, mais en fait, la drogue peut rapidement prendre des effets de plus en plus négatifs. Et ce qui au début semblait paradisiaque et n'avait que du positif parce que tu te sentais mieux, peut rapidement devenir un vrai cauchemar. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut jamais écouter les gens qui vont vous dire, non mais allez, teste, c'est rien, tu vas voir, ça va te faire sentir trop bien et tout. Faut leur dire, bah je sais que ça va me faire sentir trop bien, c'est pour ça que tu fais cette drogue, mais je sais aussi que cette drogue peut me créer énormément de problèmes. Et c'est difficile de se dire ça quand on l'a pas vécu, c'est difficile de se dire ça quand on vient de tester la chose parce qu'on n'y voit pas les côtés négatifs. Combien de fois mon cerveau essayait de me convaincre qu'il y avait aucun effet négatif alors que par derrière, tout s'effondrait. On n'en est pas là encore. Mon année de première, tout allait bien, je me disais c'est juste pour rigoler, genre sincèrement c'est rien. Vraiment tu te dis, je fume 2 tafs à un jour, ça va jamais escalader. Dans ma tête c'était clair à cette époque, je me disais je vais jamais tomber dans ça, je vais jamais tomber accro, je vais jamais en acheter. Je me disais que le pouvoir c'était de se dire tant que j'en achète pas et que je gratte un peu sur les autres, il n'y a aucun problème. Sauf qu'à un moment, bah tu finis par en acheter. En fait ce qui s'est passé c'est que je suis passé de tout à rien très rapidement. En fait il m'est arrivé quelque chose dans ma vie qui a fait que tout d'un coup j'en ai acheté et j'en ai pas acheté qu'un peu. Donc comme je vous ai dit, pendant mon année de première j'avais ma meilleure amie, ça devait faire 6 ans qu'on avait bâti cette amitié, genre sincèrement c'était mon pilier. Et il s'est passé un truc, c'est que à la fin de mon année de première, ma meilleure amie m'a tout simplement dit que j'étais plus son meilleur ami. Alors ça peut paraître vraiment ridicule, je comptais énormément sur ma meilleure amie, vu qu'elle savait tout sur moi, je savais tout sur elle, bah je disais tout, mais on prenait de plus en plus nos distances et moi j'essayais avec tout mon cœur de persévérer cette relation et c'est vrai que peut-être je l'en demandais un peu trop. Donc en fait je passais un moment difficile dans ma vie, j'étais un peu perdue et j'avais besoin d'elle plus que jamais. Je pense que c'est le fait que j'ai besoin d'elle autant. Elle a suffoqué peut-être, ou ses centres d'intérêt ont changé, mais elle m'a lâché comme ça, sans raison. Mais elle m'a tout simplement dit, bah genre vraiment les pires mots que tu peux entendre quand t'es un ami engagé. Elle m'a clairement dit, je pense qu'on voit notre amitié d'une façon différente, que tu l'estimes plus que moi je l'estime. Il faut savoir que je ne lui en veux absolument pas. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps à m'en remettre. C'était sur un message WhatsApp, juste à la fin des cours, donc juste avant l'été. J'ai eu l'impression qu'elle avait attendu qu'on soit plus en cours, qu'elle ait plus à me voir, pour me dire voilà, tu me faisais chier en fait. Quand j'ai lu ce message, genre mon cœur, il s'est brisé en deux, genre j'ai fait un bruit. Genre j'ai lu ce message et je fais ah! Les ruptures amicales c'est réel et ça peut faire encore plus de mal que des ruptures amoureuses. Mais bon, c'est pas la première ni la dernière. Faut savoir que cette meilleure amie, elle a été là pour moi comme jamais. Elle a un cœur en or. Je sais qu'elle ne voulait pas me faire de mal, mais je serai à vie reconnaissant pour notre amitié parce que c'était une amitié pure. Genre à un moment les gens ils nous appelaient les siamois tellement on était ensemble. Après ça, mon amour s'est transformé en haine et en rancœur. Et la rancœur, je pense que je l'ai fait sentir. Aujourd'hui j'ai tellement plus aucune once de rancœur, genre limite je pourrais aller genre m'excuser. Il y a eu cette rupture amicale juste après les cours et après il y avait les grandes vacances, donc l'été. En comparaison à mes autres amis espagnols, je partais les 2 mois en France parce que toute ma famille est en France, donc je quittais totalement ma ville de Bilbao. J'étais dans un autre monde parce que j'étais en France où j'étais loin de mes amis espagnols et après je les retrouvais tout le temps à la rentrée. C'est comme si je laissais ma vie de Bilbao quelque part et après j'allais vivre ma meilleure vie en France. Je passe mon meilleur été avec ma famille, je kiffe, je fais plein de vidéos. Fin du mois d'août, je retourne en Espagne genre 2-3 jours avant la reprise des cours. Dès que j'atterris en Espagne, c'est comme si le bagage de souffrance que j'avais laissé à Bilbao, je l'avais laissé à l'aéroport avant de partir et en revenant, je venais le rechercher. Je me retrouvais avec merde, j'ai plus ma meilleure amie, j'ai plus mon pilier, j'ai plus cette personne à qui je donnais tout, cette personne que j'aimais plus que tout. On est d'accord qu'en recevant un message comme celui que j'avais reçu, c'est pas moi qui vais faire un pas. Et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Alors oui, je m'entends avec plein de groupes différents. Faut savoir aussi que j'avais mon groupe de potes qui était mecs, mais on était un groupe de genre 30 personnes, on était un groupe beaucoup trop grand, mais clairement il n'y avait pas de réel. Voilà, il y a toujours un leader, il y a toujours des suiveurs, enfin pas du tout ma vibe. J'avais besoin de ma petite clique, j'avais besoin de relations réelles. Ma logique ça a été le groupe avec qui je passais vraiment du bon temps pendant mon année de première. C'était pas forcément un groupe, c'était un peu voilà, des gens qui se rejoignent autour d'un joint et voilà, on kiffe, on s'aime bien, il y a des good vibes, personne juge personne. Pour moi c'était logique et je me disais ok, ça va être trop cool avec eux. Et aussi bah
c'était un des groupes les plus faciles à intégrer. Je prends le taureau par les cornes. Donc faut savoir qu'à Bilbao il y a des fêtes, genre des fêtes de Bilbao en fait c'est dans la ville, on sort tous, il y a genre des milliers de jeunes qui sont dans la ville dans une place ou quelque part et on s'éclate, il y a de la musique et tout. J'envoie 2-3 messages et je me dis ok, je veux être à fond dans ce groupe. Déjà je leur taxais leur bœuf pendant toute une année, vas-y je vais en acheter comme ça, genre c'est un peu pour symboliser, genre je suis l'un des vôtres. C'est horrible à dire comme ça, genre. Sachant qu'aujourd'hui je traîne avec plein de gens qui fument de la bœuf et je n'en fume pas. J'avais topé, je suis arrivé aux fêtes de Bilbao, j'ai envoyé des messages, j'ai dit j'ai de la conce et après c'est parti. Quoi, dès que t'achètes, on va dire que tu passes un peu au niveau supérieur parce que t'achètes une fois, ça va pas être la dernière, clairement. La porte est ouverte. Donc voilà, je traînais souvent avec ce groupe pendant mon année de terminale. Voilà, c'était toutes des personnes hyper cool. Évidemment, je ne les réduis pas au fait qu'ils fumaient de la beuh. C'était un groupe assez ouvert d'esprit. On pouvait parler de tout et de rien. On avait évidemment l'impression de parler de conversations genre hyper sensées. Vraiment, t'as toujours cette impression quand t'es défoncé de dire genre des trucs qui vont changer le monde. Mais du coup, on était les stoners, 420, blazed. Donc au début, tout va bien. J'avais clairement que les bienfaits. Ma dose, c'était 1 joint par jour pendant les 3 premiers mois, ce qui est déjà énorme. Mais ça allait. C'est-à-dire que 1 joint, ça me mettait bien. Ça se voyait pas forcément que j'étais défoncé. Enfin, en tout cas, ça se voyait de moins en moins parce que la résilience à la beuh se fait très rapidement. C'est-à-dire qu'au début, tu fumes de taf, t'as l'impression de sentir un effet de ouf, mais plus tu vas en fumer, plus tu vas en avoir besoin d'encore plus. C'est assez dingue. J'ai l'impression que pendant ces 3 mois, j'étais assez heureux, il faisait beau, j'avais trouvé mon truc qui m'aidait à calmer l'anxiété, j'avais des bonnes notes, j'arrivais à avoir le contrôle sur ma vie, j'avais juste mon petit truc qui me faisait taper des barres avec mes potes et me sentir un peu genre déconnecté. Genre je me disais limite que j'avais trouvé la solution à mon anxiété. Comment j'ai pas découvert ça avant? En fait, tu te sens vraiment pousser des ailes, t'as plus confiance en toi, tu vois beaucoup moins les problèmes, sauf que, girl, c'est toute une illusion. Donc disclaimer avant que je continue parce que ça va partir très loin, je parle de mon expérience, je ne suis pas addictologue. Donc 3 mois passent, on était en novembre. Donc ça faisait 3 mois que je fumais quotidiennement. Il n'y avait pas un jour en gros où j'allais pas fumer. Les week-ends j'allais fumer encore un tout petit peu plus. Arrive 3 mois et je vais chez ma mère. Je sais plus s'il y avait des vacances ou un petit pont. Voilà, j'amène ma consommation avec moi. Personne de ma famille ne savait que je touchais à cette substance. Genre c'était pas écrit sur mon front que j'étais défoncé. Genre quand je rentrais des cours, ça redescendait. Le temps que mon père arrive, j'agissais normalement quoi. Donc je vais chez ma mère, j'ai ma consommation et tout. En étant dans un autre environnement, plus un environnement où il n'y a pas énormément de trucs à faire ou de gens à voir, bah tu fais de l'introspection. Et je me dis ok Antonin, ça fait 3 mois que tu fumes du cannabis. Est-ce que je peux devenir accro? Est-ce que j'essaierai pas de ne pas fumer? J'essaie un jour de ne pas fumer en sachant que j'ai de la consommation avec moi. Le premier jour passe, je résiste pas. J'ai pas réussi. Deuxième jour, je me dis ok Antonin, là réellement, n'y touche pas. Je touche pas. Je commence à ouvrir Google et à faire des recherches sur la dépendance et le cannabis. Quelque chose que j'avais jamais recherché auparavant, dont on m'avait jamais parlé parce que c'est vrai que quand on te présente cette drogue, bah tout le monde est là en mode haha c'est cool et tout. C'est une drogue qui est quand même assez normalisée. Et du coup je commence à rechercher quels sont les dangers du cannabis. Et là je découvre tout un monde dont on m'avait pas parlé. J'étais là en mode ok moi j'ai pas signé pour ça. Je savais pas que ça pouvait être aussi grave et qu'il y avait autant de chances de développer par la suite une maladie psychologique. Et je me rappelle aussi à la fois du coup j'essayais de trouver genre des articles qui disent genre du positif sur le cannabis, genre juste pour me rassurer. Les articles qui étaient genre pro cannabis, ils étaient pas hyper crédibles. Ça se voyait que c'était genre fait par un particulier chez lui qui est là en mode yes pro cannabis. En disant pro cannabis, je parle pas des gens qui sont pour la légalisation du cannabis, c'est pas là le sujet. Genre la question c'est pas est-ce que ça devrait être légalisé ou pas. Quand je dis pro cannabis, je dis les gens qui sont fans de cannabis. Je me rappelle de me dire ok Antonin, fais attention. La première nuit sans fumer, ça s'était bien passé, j'avais pas fumé et tout. Je sais pas si c'est la 2e nuit ou la 3e nuit qu'il y a une nuit où je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive. Je me rappelle de pas arriver à dormir et d'avoir extrêmement chaud. Insomnie en mode genre j'ai les yeux fermés comme ça et genre j'arrive pas à dormir et je vais penser qu'à un truc, c'est genre oh mon dieu si je fume un joint maintenant genre je m'endormirai tellement bien. Et du coup bah c'est cette nuit où je me dis j'arrête. Je sens que ça va être difficile d'arrêter mais j'arrête. C'est facile de ne pas fumer pendant une semaine en se disant ok je reprends la semaine prochaine. C'est totalement différent de dire genre je vais arrêter de fumer pour toujours. J'étais mal en fait, c'est comme s'il y avait un sentiment déjà de un peu de culpabilité, comme si tout d'un coup je perdais tout le bien-être
que j'avais eu. Genre comme si je passais d'avoir confiance en moi, de pas me poser trop de questions, à une personne qui se pose énormément de questions, qui se sent vraiment mal, mais qui se sent plus mal que le mal-être que j'avais avant de m'embarquer dans cette aventure de bœuf. Donc faut savoir aussi que évidemment il y avait eu un mal-être vis-à-vis de ma meilleure amie, mais j'avais aussi des mal-être intérieurs, de mon passé, de ne pas savoir forcément aussi qui je suis, j'avais besoin de me chercher, je me posais beaucoup de questions et j'avais aussi beaucoup de préjugés acquis. Je m'étais mis plein de préjugés, je me faisais beaucoup de mal. Je me martyrisais pour qui j'étais, je m'aimais pas forcément. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était différent. Voilà, le cannabis me permettait d'oublier tout ça. Dès que j'avais plus la substance, j'avais l'impression que tout ça revenait vers moi, genre en face. À l'époque, je me disais, ah, le cannabis c'est trop bien, mon dieu, j'oublie tout. J'étais dans le train, j'allais à Bilbao, donc j'avais mon train genre Toulouse-Biarritz ou Toulouse-Bayonne, et après mon père il venait me chercher en voiture à la gare. Dans le train, j'étais dans un wagon avec deux autres jeunes et tout, on commençait à parler normalement. Donc voilà, j'ai un peu sociabilisé avec eux et je me dis genre fuck, je vais me livrer à eux. Genre j'essayais de pas être trop dramatique, je vais pas les accabler de problèmes, mais j'expliquais tout simplement que je croyais être accro au cannabis parce que j'avais essayé d'arrêter, c'était très difficile. Il m'avait parlé et tout. Je me rappelle, le mec il était trop sympa, genre il donnait ses meilleurs conseils. Lui-même il était consommateur, mais il disait ouais, c'est une plante, pourquoi on est accro à une plante, j'ai pas envie qu'une plante contrôle ma vie quoi. Il était consommateur, il avait pas du tout prévu d'arrêter, donc je lui avais donné genre toute ma conce et il disait non mais c'est pas nécessaire et tout. Je lui ai dit non mais sérieux, genre j'ai envie d'arrêter pour toujours. Et après il y a mon père qui vient me chercher. J'étais tellement fragile, genre c'est trop chelou parce que vous allez vous dire ouais il y en a qui fument pendant genre des années, mais comme j'ai dit chaque expérience est son expérience. J'avais lu si t'arrêtes le cannabis et tout, informe tes proches parce que il y aura quelques jours qui seront peut-être un peu difficiles. Si t'es dans un mood très sensible ou si t'es dans un mood où tu peux facilement t'énerver parce que t'es en manque, j'informe mon père que genre pendant 3 mois j'ai fumé de la bœuf au max. Voilà, je lui raconte tout ce que je vous ai raconté là. Mon père il me dit ah ouais c'est ouf, j'ai absolument rien remarqué, je trouve ça dingue. Mais évidemment j'ai fait des aveux, vous voyez, genre il allait pas genre commencer à me gronder ni rien parce que je suis en train de faire des aveux, en train de dire que j'ai envie d'arrêter et que j'ai besoin d'aide pour arrêter. À cette époque évidemment je pense qu'il savait pas dans quoi il s'embarquait, il était loin de s'imaginer ce qui allait se passer pendant tout le reste de l'année. Je vais vous montrer après d'ailleurs des témoignages d'une fille qui était dans ma classe qui raconte l'histoire et vous allez voir que je suis pas en train d'exagérer mes dires. J'étais retournée en Espagne du coup et je me rappelle que j'arrivais même pas à manger. Je voulais vomir dès que je mettais un aliment dans ma bouche. C'était hyper bizarre et c'est un peu comme mon cerveau qui me disait voilà ce que je vais te faire vivre si tu me fais pas reprendre la substance dont j'ai besoin. Je me rappelle d'avoir abandonné ma chaîne YouTube clairement parce que j'étais soit défoncée, soit après là j'étais en manque. J'avais mis en ligne mon TPE pour qu'il y ait quelque chose sur ma chaîne. TPE que j'avais fait l'année dernière, je l'avais mis en ligne et je me rappelle de filmer l'intro de ce TPE où j'avais littéralement à dire genre 3 mots en mode bonjour, je vais mettre mon TPE en ligne, j'espère que ça vous plaira, bisous. Et je me rappelle d'être devant la caméra et de pas arriver à dire ces quelques mots. Genre je m'aimais pas, c'était tellement difficile, genre j'étais dans un endroit assez sombre, mais c'était loin d'être l'endroit le plus sombre dans lequel j'allais être dans le futur. Voilà, ça allait de mieux en mieux, j'arrivais à retrouver la joie du quotidien. Et en fait il y a comme un point, ça vous allez le voir dans la suite que c'est similaire à toutes mes rechutes. À partir de la 3e semaine de sevrage, donc la 3e semaine sans avoir touché, je me sentais vraiment bien. En mode waouh, j'ai réussi, 3 semaines, je me sentais puissant et limite je me disais ok c'est trop bien, comme si j'avais réappris à m'aimer et j'avais réappris à avoir de la confiance en moi. En fait, c'est là où l'addiction est hyper discrète et l'addiction est hyper dangereuse. Elle va profiter de ce moment où tu te dis genre je me sens bien et tout pour t'envoyer une information, une fausse information. Ok, tu te sens bien, donc vas-y, tu peux prendre une taf en soirée, il t'arrivera rien. Maintenant t'es fort, tu vas plus retomber parce que t'as plus de mal-être. 1 mois après avoir arrêté, donc j'ai rechuté. Sauf qu'en fait, la rechute, donc quand tu reprends, c'est 10 fois plus extrême qu'avant. En tout cas pour mon cas, quand on s'approchait des vacances de décembre, dès que je reprenais la substance, dès que je refumais un joint, c'est comme si j'allais fumer tous les joints que j'avais pas fumé pendant ce dernier mois. C'est-à-dire que pendant la rechute, ça allait commencer de façon soft, donc en prenant quelques tafs, un joint, mais très rapidement, je vous dis dans le laps d'une semaine, genre les dosages, ils se multipliaient, mais c'est arrivé genre comme ça d'un coup. Et la rechute, c'était là où j'utilisais la bœuf comme un moyen destructeur. C'est-à-dire que j'allais fumer beaucoup de joints seul, c'était plus un truc social, c'est là où j'ai commencé à viser l'inconscience. Je cherchais d'atteindre un point inatteignable, donc c'est-à-dire que j'en voulais toujours plus, comme si je cherchais un moyen que ce soit le néant dans ma tête. C'était comme une forme de sabotage
envers moi-même. Et à partir du moment où j'essayais d'atteindre un niveau de défonce pour couvrir tous mes problèmes, tous mes mal-être, je détruisais tout ce que je suis. Genre j'avais tout simplement plus de raisonnement. C'est comme si je devenais un peu un monstre quoi. J'étais prêt à mentir pour assouvir mon addiction, j'étais prêt à cacher mon addiction, j'étais prêt à manipuler n'importe quelle personne qui s'attaque au fait que je consomme cette substance. Ça sortait un visage de moi que j'ai jamais vu et un visage de moi qui me représente pas. Je devenais méchant. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai toujours été quelqu'un de gentil. Mon but dans la vie, ça a toujours été d'envoyer du positif à tout le monde. Et à cette époque, tout ça se détruisait. En tout cas, là, c'était ma première rechute. Donc pendant ce mois de décembre, je me rappelle, j'allais chercher de la bœuf et j'allais commencer à demander à des inconnus si ils avaient de la bœuf. J'allais sortir de chez moi, j'allais aller au parc qu'il y a en bas de chez moi, un parc connu pour que les gens aillent fumer. Et mes souvenirs sont tellement flous parce que j'étais pratiquement inconscient. Mais je me rappelle d'un moment qu'il y avait un groupe de mecs posés et tout et je leur demandais de la bœuf. Mais moi, j'étais genre, quand je vous dis un crackhead, c'est-à-dire que j'étais à un état de zombie, un état végétal. Et je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et je leur demandais de la bœuf et j'avais fumé avec eux. J'étais dans un état tellement pitoyable qu'ils me filmaient. Ils me filmaient, ils devaient avoir genre 30 ans ou je sais pas, ils me filmaient, ils me faisaient dire des trucs et tout. Enfin, les souvenirs sont un peu flous. Après, j'allais rencontrer des potes, à mes potes que je connais ni d'Ève ni d'Adam, mais s'ils avaient de la bœuf, je restais avec eux, quitte à qu'ils m'emmènent dans des quartiers genre que j'avais jamais vu auparavant. Évidemment, c'est là aussi la première fois où mon père s'était rendu compte que j'étais remis. Je me rappelle que mon père, il avait pris ma consommation, il l'avait jeté dans les toilettes et tout, et moi je pétais un câble, je devenais fou. Je partais pour les vacances de Noël du côté de mon père et ces vacances, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'est la première fois que j'ai vécu un niveau de manque à un point où j'entendais même pas, j'arrivais même pas à me concentrer sur ce que les gens me disaient. J'étais une boule de culpabilité, j'étais une boule de regret de toutes les actions que j'avais pu faire quand j'étais dans un état inconscient. D'une autre partie, j'avais le manque de la substance, j'étais pâle, je n'arrivais pas à manger. Je me rappelle de me forcer à manger des aliments que je kiffe, des trucs que j'adore manger et de pas arriver à les manger. J'arrivais pas à sourire, j'avais même pas la force pour feindre mes sourires. En fait, j'étais plus moi-même. Si je passais de 5 à 6 joints par jour à plus aucun joint d'un coup, il y a cette période de manque qui passe. Je reviens à Bilbao. Tout va bien. Et pareil, période de sevrage plus ou moins d'un mois. Après, il y a eu la rechute de février. Donc, faut savoir que ma classe organisait un voyage scolaire en Pologne. Avec des potes, on s'était mis d'accord pour pas y aller. C'est une décision que j'avais prise à l'époque où je fumais. Du coup, j'étais là en mode non, j'y vais pas en Pologne. Qui dit aïe, c'est cassos. Genre, moi, je reste ici et je m'en fume la gueule tous les jours. Bah, il y a eu les vacances de février et là, la chute était dingue. Tous mes camarades de classe, ils étaient en Pologne et moi j'étais avec quelques potes qui restaient à Bilbao et tout. Je me rappelle de dépenser en une semaine 300 € de consommation. Le prix du cannabis en Espagne est 2 fois moins cher qu'en France. Et pendant une semaine, ça pouvait aller jusqu'à 10 joints par jour, après une période où je n'avais pas fumé du tout. Comme je vous dis, chaque rechute était pire que la dernière et elle, j'avais clairement touché le fond. Donc la deuxième rechute, je pouvais aller clairement jusqu'à 10 joints. Je sais pas comment je suis resté en vie. Parfois je me demande comment je suis resté en vie et aussi comment est-ce que j'ai fait pour ne jamais avoir de bad trip. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de bad trip. Ma résilience à la bœuf était tellement extrême où je sais pas, c'est parce que j'avais plein de neurones qui pouvaient être détruites que je restais toujours en éveil et je restais toujours énergétique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, genre normalement t'atteins un point en fumant le nombre de joints que je fumais à l'époque, t'atteins un point où tu peux plus bouger, tu peux pas faire des actions. Malgré le fait de consommer plus et plus et plus, je pouvais toujours faire des choses. Donc ça veut dire que j'allais faire n'importe quoi, j'allais dire n'importe quoi. J'étais comme un énorme bébé. Par contre, je me rappelle à cette époque d'avoir des yeux rouges, mais j'arrivais même pas à les ouvrir. Je les sentais comme du papier crépon. Donc évidemment, mon père capte. La deuxième semaine, je devais aller passer un séjour au ski avec mes grands-parents. Donc pareil, une période de sevrage forcé. Sauf que là, sevrage à moitié. J'étais avec mes grands-parents dans un voyage pour faire du ski. Et quand même avec l'excuse de devoir acheter des affaires de ski, j'en profitais pour aller dans la ville et chercher des gens qui fumaient et je les avais trouvés, des inconnus, et je leur disais ouais, est-ce que je peux vous acheter un 10 ou quelque chose comme ça, et après j'achetais, après je fumais quand même et je prétendais comme si de rien n'était. Hyper solitaire, c'est-à-dire que je fumais littéralement pour assouvir ce manque. À chaque fois que j'étais dans le manque, même si j'avais une culpabilité énorme de ce que je faisais, il y avait toujours l'addiction derrière qui me faisait comprendre si tu fumes un joint là maintenant, tu te sentiras pas comme tu te sens maintenant, tu sentiras pas ça, donc vas-y,
refais-le. Pendant ce voyage, voilà, je m'étais quand même un minimum sevré, j'avais pas énormément fumé et tout. Mais après, je rentre en Espagne, tout va bien pendant un petit moment. Et après, pendant le mois de mars, ça devenait genre n'importe quoi. C'est-à-dire que j'allais pas fumer la même quantité de joints que je pouvais fumer pendant les vacances et tout. Mais j'allais quand même fumer genre plusieurs joints par jour, n'importe comment et n'importe quand. J'allais me lever le matin exprès plus tôt, donc à genre 5 h du matin, pour pouvoir aller fumer un joint avant d'aller en cours. Et je me privais d'énormément de sommeil. Le matin, parfois, j'allais carrément me cacher dans les escaliers. Genre, je sortais de chez moi, j'allais me cacher dans les escaliers à côté de l'ascenseur. J'attendais que mon père ou ma belle-mère partent. Et après, j'allais re-rentrer dans la maison, mine de rien, pour fumer un joint. Et après, j'allais à l'école à la 2e heure. J'allais créer genre un faux email de mon père pour l'envoyer à l'école et pour justifier le fait que j'étais pas venu à l'école en première heure, alors que la simple raison c'était que je voulais me fumer un joint le matin. Donc la période de mars, c'est-à-dire que les gens ont vraiment vu pendant une période scolaire, donc ma classe et tout, comment j'allais mal et comment c'était n'importe quoi ce que je faisais. Comment tu peux passer du premier élève genre sociable, pote avec tout le monde, à genre un crackhead de telle envergure. C'est-à-dire que j'allais arriver dans le bus dès le matin défoncé. Je passais mes journées à être en cours, genre défoncé. Ça a atteint des pics et des histoires qui étaient extrêmes. Donc j'ai demandé à ma pote espagnole de m'envoyer genre quelques anecdotes dont elle se rappelle, qu'il y ait un autre intervenant et genre un regard extérieur. Donc voyons ce qu'elle a à dire. Tu m'as parlé tout à l'heure, je trouve que c'est très bien ce que tu fais. Parce que par exemple, moi, pendant mes études de psy, ce qui m'a choquée quand on étudiait les drogues et tout ça et l'impact que ça a sur la psychologie, la bœuf, c'est la drogue la plus psychotique de toutes, c'est-à-dire celle qui a le plus de danger à terminer en maladie psychologique de toutes. J'ai vu genre des cas de gens qui ont pris genre un pétard dans leur vie et qui sont partis en maladie psychologique pour toute leur vie presque. Choquée parce que je pensais pas que c'était aussi fort. Et ouais, la bœuf, c'est vrai que ça a une connotation assez positive et ça peut être très positif et tu peux passer des super bons moments. Ce qui est important de savoir, c'est que vraiment ça dépend de ton cerveau. Donc il y a des gens, ils peuvent fumer des pétards pendant toute leur vie et ça leur fait absolument rien. Et il y a des gens, voilà, qui fument un pétard et c'est bon, ils partent en un gros délire. Donc voilà. Ce qui m'a le plus choqué quand t'as commencé à fumer des pétards, c'est que ça s'est fait comme tout d'un coup. Genre, bam, du jour au lendemain, t'as commencé à te ramener avec une dégaine pas possible à l'école. Alors quand on parlait, genre t'étais complètement blasé, genre t'étais dans un autre monde. C'est ça qui m'a choqué. Tu t'es mis à traîner avec, voilà, avec les gens qui fumaient des pétards. C'était assez facile de te mettre à traîner avec des gens qui fument des pétards à l'école. Et puis moi aussi, je me souviens que t'étais un mec un peu comme moi, genre qui aimait bien faire plein de choses, super actif, faisait des blagues tout le temps, qui était heureux tout le temps et tout d'un coup du jour au lendemain, bah voilà, t'étais dans ton monde, tu faisais rien, complètement aplati. Je me souviens d'une fois, on était en classe d'anglais. Je sais pas si tu te souviens, mais on était genre au fin fond de la classe. Genre la prof, elle voulait même plus nous voir. Je me souviens, un jour, elle nous a mis genre dans un petit coin, les deux. Tout d'un coup, t'as sorti genre une énorme branche de marijuana qui était dans ta trousse d'école en plein cours d'anglais. T'as sorti le truc. Et moi, j'étais choquée, genre, qu'est-ce que tu fais, machin, un truc. Tiens, parce que je tenais à toi. Et quand je te voyais complètement éclaté par terre au sol, et ben, je t'engueulais, genre, je te disais, mais qu'est-ce que tu fais, mais machin, un truc, mais je comprends rien. Donc ouais, je me souviens, genre t'as sorti la branche de marijuana en plein milieu, l'arbre en plein milieu du cours d'anglais. Et ouais, là je m'étais pas mal fâchée avec toi. Si je me souviens, un jour on avait un examen de philo et tout d'un coup t'es pas venu en cours. Donc quand on a terminé, genre on était tous surpris, genre il est où Anto, mais bon voilà, on a fait notre examen, machin truc. Après l'examen, je suis descendue fumer une clope dehors et tout d'un coup je te vois apparaître dans la voiture d'une surveillante et genre la surveillante, elle était allée te chercher dans les bois à côté de l'école. Genre, mais t'étais complètement dans un autre univers, une autre galaxie. Donc, je comprenais vraiment rien parce que voilà, comme je t'ai dit, t'étais vraiment une personne, super intelligente, super perspicace, super actif. T'étais toujours avec moi à faire les 400 coups. Et là, tout d'un coup, tu faisais des trucs genre vraiment bizarres. Genre, tu partais tout seul dans les bois, tu vois. Après, hors de l'école, je te voyais même plus. Et quand je te voyais, t'étais même plus une personne. T'étais, je sais pas, une gélatine. Et je sais que ces anecdotes sont quand même assez drôles et je me rappelle parfaitement la branche que j'avais eue, genre là c'était un peu genre mon point culminant. J'avais acheté à mon dealer genre une branche genre comme ça de cannabis et je me rappelle il était convaincu que j'avais acheté ça pour le revendre. Il disait non mais il y a aucun problème, tu peux le revendre et tout, je sais pas quoi. Et le pire c'est que c'était pour consommation personnelle. Mon père évidemment l'avait découvert dans ma trousse parce que j'étais très très fort en cachette, je savais très très bien où cacher les trucs, mais à partir d'un moment la situation était tellement extrême que mon père regardait partout. Alors sincèrement, il menait des enquêtes, mais c'est-à-dire qu'il allait
prendre mes cartes SD, genre carrément envahir ma vie privée pour savoir, mais ce que je comprends totalement, sachant ce que je suis en train de vous raconter, genre c'est normal. Tu sais pas comment agir si ton enfant il tombe dans ça à une telle puissance. Le passage du truc de philo, j'étais arrivée totalement défoncée juste avant le cours de philo. Et je me rappelle que tout le monde me regardait. Je voyais les regards, genre j'étais un crackhead. Je crois que c'était comme ça. Après, mes souvenirs sont un peu flous évidemment parce que comme vous imaginez, j'étais dans un point d'inconscience qui était culminant. Et je me rappelle que j'étais grave offensée, genre je me sentais trop mal. Et je m'étais échappée, donc j'étais pas allée à l'examen de philo. Clairement, en voyant comment les gens réagissaient, je m'étais rendu compte que j'étais totalement défoncée parce que tu te rends pas forcément compte en fait quand t'es à un point d'inconscience, en fait tu penses même plus, genre tu penses plus. Et donc je m'étais échappée et j'étais allée à la forêt pour fumer un joint. Donc je m'étais échappée genre du collège et j'étais allée à la forêt pour aller fumer un joint. Et là je vois la voiture. Désolée j'en ris parce que what the fuck, qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Je fumais mon joint tout seul dans la forêt. La surveillante qui vient me chercher en voiture. Je me demande toujours comment elle a su que j'étais allée dans la forêt. Je pense que les gens ils voient en même temps, les gens ils font des enquêtes et tout. En même temps pour les mauvaises raisons, j'étais un peu le trending topic du lycée. Et elle venait me chercher en voiture et je me rappelle d'être avec mon joint comme ça. Elle me trouve tout seul dans la forêt en train de fumer un joint. Je me rappelle de l'avoir éteint en voyant la voiture s'approcher. Non mais c'est pas possible de pas en rire. Genre c'est traumatisant. Mais... Quoi? Et elle me fait monter dans sa voiture. Et je me rappelle, j'avais éteint le joint. Tellement j'étais accro, j'avais gardé le joint, genre je l'avais pas jeté. Et je me rappelle qu'il y a une pensée qui m'a effleuré. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passait si je le fumais genre dans sa voiture? Genre la surveillante du lycée, genre si je me mettais à fumer le joint dans sa voiture. Genre j'étais à ce niveau de déconnexion de la réalité. Genre j'étais dans un autre monde. La CPE me met dans une salle et me fait passer l'examen de philo que j'ai pas pu passer. J'écris tout et n'importe quoi. J'avais quand même genre bien écrit et tout. Parce que comme je vous ai dit, je pouvais fumer 10 joints, mais quand même arriver à faire des trucs genre basiques. Genre mon cerveau, alors certes, ce que je faisais c'était n'importe quoi, mais j'allais genre savoir écrire sans faire de faute. Le prof de philo, du coup, il avait rendu ma copie. Donc quand il rendait les copies, il avait dit Antonin qui était littéralement dans un autre univers. Et j'avais quand même eu 14 à l'examen de philo. What the fuck? En fait la drogue elle allait me donner une envie de faire paraître à tout le monde que j'étais normale. Donc je mettais énormément de concentration. Le pire c'est que j'avais des amis, j'avais des gens sur qui je pouvais compter. Mais j'étais dans un mood de sabotage de moi-même. Je m'aimais pas, je sais pas ce qu'il y avait. Je me rappelle que mon niveau d'insouciance était tel. En gros il y avait le CDI. Et après pour les lycéens on avait une salle genre dédiée à genre pour qu'on révise et tout. La salle d'études c'était en gros le CDI des lycéens. Oh my god. Une fois j'étais seule dans cette salle, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai fumé un joint dans la salle, genre dans l'enceinte de l'école. Et c'est horrible d'assumer de ce genre de choses parce que une des pires actions que j'ai fait de ma vie, une des actions les plus genre éloignées de la réalité. Comme je l'ai dit dans le lycée, j'étais genre le trending topic. En plus de ça, j'avais YouTube, j'avais tout ça. Genre les gens se disaient mais qu'est-ce qui lui arrive? Les gens allaient évidemment inventer aussi d'autres trucs, des mensonges, il allait avoir des rumeurs, des trucs vrais qui se sont passés. Enfin à partir du moment où il y avait une élève qui passait devant et qui avait capté que je fumais un joint dans la salle d'études et du coup qu'il avait dit à d'autres gens. À partir du moment où c'est parti aussi loin, genre c'était la porte ouverte pour que les gens inventent tout type de rumeurs sur moi. En attendant, pendant ces périodes, YouTube c'était le néant, alors que c'était le moment où ça a explosé dans le lifestyle avec mes amis Sullivan, Gloria et tout. Là clairement bah, ma vie elle avait vraiment pas le mérite d'être racontée et clairement je savais que j'allais pas me montrer comme ça pour mes abonnés qui à l'époque étaient très jeunes. Après l'épisode de l'arbre dans la trousse c'était sevrage. Donc pareil, épisode de manque, un manque extrême. Je me rappelle cette fois-ci de pleurer tous les jours en rentrant de chez moi sur mon canapé. Genre je pleurais sur mon canapé tous les jours. Genre c'est-à-dire que je rentrais des cours, je pleurais sur mon canapé jusqu'au soir. Le lendemain je repleurais sur mon canapé jusqu'au soir. Je repleurais, je repleurais, je repleurais. J'étais incapable de rien faire. Jusqu'au jour où ma belle-mère une fois elle est arrivée, elle m'a parlé hyper crûment et genre ça m'a réveillée. Je me rappelle, elle m'a dit non mais tu crois que tu vas pleurer toute ta vie? Elle m'a dit non, non, tu te reprends en main, tu fais les trucs, genre non. Tout allait bien jusqu'au moment où quand tout reva bien dans ma vie et je recommençais à avoir une confiance en moi saine, et bah
ça repart comme en l'an 40. C'était juste avant le baccalauréat parce que j'étais en terminale ES. Donc l'école nous donne genre 2 semaines de révision pour le baccalauréat où du coup on restait chez nous. Première semaine de révision du baccalauréat, je retombe la tête la première dans la bœuf à un point qui était aussi extrême. Là par exemple j'ai une anecdote à raconter. Je me rappelle que mon père essayait de m'enfermer chez moi sans clé, sans rien. Et il y a 2 portes chez moi. Donc en fait il y a la porte de l'entrée principale et après il y a une autre porte qui donne vers une autre porte vers la rue en gros. Oh my god. J'ai essayé, pour m'échapper, j'ai essayé de défoncer la porte. Je rappelle que de base, j'essayais de mettre genre des petits trucs pour genre ouvrir la serrure et tout. Ça marchait pas parce que c'est une porte très sécurisée. Je me demande si je peux demander à mon père de m'envoyer une photo de la porte, comment elle est, l'état dans lequel elle est, après que je sois passé par là pour essayer de la casser. J'avais besoin de retrouver ma bœuf. Après, évidemment, il y a l'autre Antonin. Donc en fait, il y avait, comme vous l'avez compris, 2 Antonins totalement différents, qui est celui qui est en plein dans son addiction et après celui qui se rend compte que c'est pas lui et qui culpabilise et qui en manque. Donc j'avais une semaine de sevrage où j'étais en train de souffrir et c'était la semaine pile avant le baccalauréat. Donc quand je vous dis pile avant le baccalauréat, c'est que 6 jours avant le baccalauréat, j'étais en plein manque. Après j'ai passé mon bac. Vous savez que j'ai eu le bac ES mention très bien. Le fait qu'il se soit passé tout ça pendant cette année, c'est vrai que c'est difficile à croire. Je sais pas comment j'ai fait, mais après j'ai toujours été un bon élève. Je me suis toujours intéressée aux cours. Donc fin du bac, en fait, il y avait le gala de l'école. Notre classe était un enfer. Je me rappelle que pendant le gala de fin d'année, les profs ils venaient même pas tellement ils aimaient pas notre classe. J'avais probablement genre retouché un joint ou 2. Ça a été le début d'une autre rechute, re-rechute. Et là, bah, je pars en France en plein manque, en ayant fait encore des bêtises, acting up. Voilà, je quitte le pays en ayant des mauvais souvenirs, quoi. Cette ville, ça me prend du temps à la re-aimer. À chaque fois que j'y vais, j'ai un truc très sombre qui vient vers moi. J'ai de l'anxiété par rapport à l'année terminale que j'avais passée là-bas. Donc après ça, c'était pas ma dernière rechute. À Paris, j'étais allé jusqu'à Barbès, prendre de la bœuf, c'était n'importe quoi. Je me rappelle d'une fois, il était genre 3h du matin, je cherchais de la bœuf, genre vraiment un crackhead, il était genre grave tard la nuit, je cherchais de la bœuf, genre je marchais dans la rue jusqu'à me dire genre peut-être que je vais croiser quelqu'un qui a de la bœuf pour lui en acheter. Et j'avais croisé ce groupe et j'avais de l'argent avec moi parce que je cherchais à toper et je me rappelle, ils m'ont dit ouais viens avec nous. Ils m'ont mis dans une voiture, ils ont dit ouais on va à la cité, là ils en ont et après j'étais seul, genre pour vous dire j'étais seul, donc avec un groupe de 5 mecs qui disaient ouais là on va à la cité et là-bas tu pourras acheter. Le mec de devant il me dit ouais d'ailleurs passe-moi l'argent maintenant et tout, comme ça c'est fait. Mais vraiment enfin j'étais tellement dans un autre monde, j'étais prêt à tout pour avoir ma dose, genre c'était n'importe quoi. Je lui passe l'argent et je me rappelle qu'ils me conduisent le plus loin possible de là où il y avait genre mon hôtel. Ils m'ont posé dans un endroit qui craignait de ouf. Ils ont ouvert la porte et ils m'ont poussé de la voiture. Ils me poussent de la voiture, ils repartent avec mon argent. Faut savoir que mon téléphone, il avait plus de batterie en plus. Donc je me suis retrouvé dans une cité que je connais pas, à essayer de revenir dans mon hôtel pendant la nuit. Et je sais pas comment est-ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à rentrer dans l'hôtel. Je pense que c'était mon instinct de survie. Là j'ai aucun souvenir de comment j'ai fait, genre aucun. Après j'ai commencé ma nouvelle vie à Bordeaux, donc en école de commerce, tout se passait très bien. Il m'était arrivé de rechuter, juste en soirée, genre c'est-à-dire de tirer une latte en soirée et tout. Parce que bah j'arrivais pas à succomber à l'envie, j'arrivais pas à me dire non. Sauf qu'après, je suis allé à Bilbao pour rendre visite à mon père et là j'ai encore rechuté. Oh my god, combien de fois est-ce que j'ai rechuté, genre mon père qui pète un câble, qui me vire, qui me met dans un bus, qui me dit ok bah rentre et tout, il voulait même pas m'écouter parler. Je me rappelle que le bus, je devais prendre 2 bus différents parce que du coup j'allais de Bilbao à Bordeaux. Je me rappelle qu'en descendant du bus, je me disais ouais j'ai 2 heures de libre, faut absolument que je trouve de la bœuf. J'avais trouvé encore un inconnu qui m'avait carrément emmené chez lui et qui m'avait genre vendu de la bœuf. Je me rappelle d'être dans le bus, genre totalement défoncé, encore une fois, genre out of it, dans un autre monde, genre seul. Et j'arrivais à Bordeaux, je me rappelle que j'avais pas de feuilles, j'avais rien. J'ai essayé de fumer de la bœuf avec une pomme. What the fuck? Après j'ai encore eu 2 mini rechutes, mais voilà, rien d'extrême comme ça pouvait l'être à l'époque. C'est juste que bah à chaque fois que je reprenais la substance, bah déjà en fait même je pouvais prendre qu'une taf, que le lendemain j'allais culpabiliser comme jamais. C'était un sentiment horrible parce que ça me ramenait à tout ce que j'ai vécu à cause de cette putain de substance et de me dire genre t'es tellement fragile que t'es encore retombé, t'as pas su dire non, c'était hyper difficile. Sauf que maintenant, ça fait plus de 2 ans que je suis sobre
Et quand je dis sobre, je sais que j'ai rechuté 20 000 fois, vous l'avez compris avec la vidéo. Mais pour la première fois, en fait, c'est la vraie sobriété. C'est-à-dire que je suis à un point de la sobriété où je sais que je vais plus jamais le toucher de ma vie. C'était quelque chose que je pouvais dire avant, mais j'y croyais pas. Parce qu'avec tout ce que je viens d'étaler là maintenant, imaginez si je passais à une drogue encore plus dure, j'ai même pas envie de penser où est-ce que j'aurais pu finir. Quand je fumais du cannabis, jamais je me disais je vais passer à autre chose. Je ne l'ai pas fait parce que c'était quand même une période très hardcore mais courte. Et quand je prenais une taf sur les joints de mes potes en première, jamais je me disais que j'allais acheter. Jamais je me disais que j'allais fumer seul. Jamais je me disais que j'allais fumer 10 joints par jour. On se rend pas compte du pouvoir que ces substances peuvent avoir sur notre cerveau. Maintenant, c'est mon expérience. Je suis pas bête, je sais qu'elle est extrême par rapport à d'autres gens. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureux et au final, je ne regrette pas d'être passé par là. Je connais les dangers et je sais ce qu'il faut pas toucher. Et je sais aussi que tu vis tellement une meilleure vie sans être accro à une substance. Faut pas oublier que la bœuf, c'est une des drogues qui te fait le plus transformer genre ta psychologie, ce que tu ressens, tes émotions, tout. La bœuf, c'est hyper subtil. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est hyper tabou. Parce que les effets te font du mal et creusent en toi dans le long terme. Le mieux, c'est de vivre sa vie sans ça. J'ai pu tellement grandir en tant que personne comparé à cette époque. J'ai pu tellement apprendre à m'accepter. Et je vis tellement plus heureux maintenant que je suis plus en contact de cette substance et que je sais que je le serai plus jamais. Alors pour ceux qui fument, oui, ça prend du temps de ne plus avoir l'envie. C'est notamment difficile d'apprendre à dire non. Te dire, tu n'y touches plus jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de « Ah, je prends juste une taf là ». Non, non, non. Avant, j'allais dire non au début. Quand tu essaies d'arrêter, tu dis non, mais tu sais à l'intérieur que t'en veux. Genre, tu sais que tu es en train de dire non. C'est difficile. Là, je suis à un niveau où genre, ça va pas la tête, genre jamais je retouche à ça, genre non, non, no girl, no. À un moment, vous allez voir, ça va être comme une révélation, ça va être un déclic, genre ça va vous dégoûter. Et ce moment, il est genre magique. Et le message de cette vidéo, bah je pense que c'est une évidence. Les gens qui n'ont jamais testé, je compte sur vous, je vous dis que j'ai tellement souffert cette année, j'aurais pu faire tellement de trucs. C'était tellement noir ce que cette substance m'a apporté que certes, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Vous savez pas comment vous allez réagir. S'il faut, vous allez réagir pire que moi. Alors j'espère juste que si toi, tu regardes cette vidéo, toi, si tu n'as jamais testé de drogue et qu'on te propose, s'il te plaît, rappelle-toi de cette vidéo. Ne fais pas le test. Ça sert à rien. Oui, les gens vont te dire tu vas kiffer parce que tu vas kiffer. Mais ça peut te détruire. Et ça vient d'une personne qui est censée. Ça vient d'une personne, je vous rappelle, qui au bout de 3 mois de fumette a voulu arrêter en se disant j'ai pas envie d'être accro. Mais après, ça prend le dessus sur toi. C'est plus toi qui contrôle. Et j'en parle aujourd'hui encore là avec les larmes en me disant que ce que j'ai vécu ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Après, je suis personne pour dire ce qu'il faut faire et pas faire. Je suis pas là pour moraliser. Mais j'espère qu'avant de prendre une décision, vous pouvez vous rappeler de cette vidéo. Pour les personnes qui sont consommatrices, j'espère que d'une partie ou d'une autre, cette vidéo aura pu vous aider. Si vous voulez arrêter, sachez que c'est difficile certes, c'est jamais le bon moment aussi. Genre jamais il y a un moment, genre faut pas se dire je vais arrêter ce jour-là, non t'arrêtes. Un moment, si t'arrives à te battre et t'as cette force, tu pourras parfaitement enlever cette drogue de ta vie et tu découvriras un truc de vraiment positif, c'est ouf. Après si ça marche pour toi et t'as essayé d'être sobre et t'as essayé de réfléchir à comment la drogue t'influence et tout, si tu trouves pas de négatif, bah sincèrement you do you boo. J'ai plein d'amis qui sont consommateurs, jamais je vais leur dire non tu fumes pas, non tu fumes pas de bœuf. Genre chacun fait ses choix, chacun réagit différemment, chacun a un cerveau différent, chacun a une lignée de temps différente, une chronologie différente. Genre cette vidéo c'est pas du tout pour dire genre ceux qui fument vous êtes en train de faire n'importe quoi et tout, parce qu'il y en a pour qui ça marche. Le message qui est important c'est pour ceux qui ont jamais fumé, testez pas parce que vous savez pas comment ça vous allez réagir avec ça en fait, tout simplement. Je me sens tellement bien de m'être livré, d'avoir tout dit, je suis tellement fier de moi aussi, je vais l'admettre. Voilà, je sais pas comment cette vidéo va être reçue, honnêtement. Comme d'habitude il y aura des gens qui vont voir le mal dans ce que je fais, qui vont voir le mal dans le fait de parler de cette histoire. Il y en a qui vont vouloir me catégoriser, il y en a qui vont utiliser ça en mon encontre, mais je m'en fous. Parce que je sais qu'il y aura du positif qui va sortir de cette vidéo et si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à ne pas se sentir seule si elle est passée par des moments comme ça ou si elle est en train de passer par des moments comme ça, et aider une autre personne à ne pas risquer de tomber dans toute la noirceur dans laquelle j'étais tombée à cette époque, bah pour moi j'ai gagné et j'ai fait de ce moment traumatique une force. Je sais pas s'il y en a qui sont restés jusqu'ici, je crois que j'ai parlé pendant extrêmement longtemps, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si plaire c'est pas
exactement le mot. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez vous défouler, si vous voulez parler, si vous avez des trucs à dire ou si vous voulez tout simplement me dire ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Mon Instagram c'est Antonin, @Antonin avec un H, mon prénom. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour des vidéos clairement plus fun. Mais sachez que ça m'a fait trop du bien de me livrer à vous. Gros bisous, bye.